La téléspectateur de l'émission Débat Éducation, bonsoir. La femme dans le corps enseignant, dans le supérieur, c'est une des femmes dans le supérieur que nous allons recevoir au cours donc, de cette émission pour voir un peu comment elle travaille pour inspirer les filles qui sont au niveau du supérieur. Débat thématique juste après ce jingle. Je reçois donc pour vous une enseignante. Elle enseigne à l'école supérieure d'audit et de management ESAM. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Toyi. La profession enseignante, c'était un rêve d'enfant ou c'est un niveau d'études que vous avez décidé d'exercer ce métier? Merci pour cette question. Initialement, ce n'était pas un rêve d'enfance. Voilà. Donc, c'est au fur et à mesure de mon parcours estudiantin, en tant qu'élève, ensuite en tant qu'étudiante, que cette envie de transmettre est venue. Voilà. Donc, naturellement, j'aime partager ce que je connais et c'est comme ça que progressivement, j'ai d'abord commencé avec des explications avec mes camarades à l'école et puis ensuite, je suis allée plus loin pour devenir aujourd'hui enseignante auprès des étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres atouts qui vous ont permis de réaliser véritablement ce rêve? Il faut dire aussi qu'au-delà de cette motivation, il est important de travailler sur soi. Parce que si on veut transmettre quelque chose à quelqu'un, ben, c'est nécessaire de pouvoir soi-même apprendre. Donc, il y a aussi cette volonté-là de continuer d'apprendre, cette curiosité naturelle et puis la possibilité d'interagir avec d'autres personnes. Voilà. Et puis, personnellement, je trouve vraiment gratifiant à la fin d'une séance d'explication, d'une session de formation, voilà, le sentiment d'avoir aidé une autre personne à progresser un peu plus. Voilà. Et au niveau familial, est-ce que vous avez reçu le soutien nécessaire qui vous a permis vraiment de réaliser ce rêve? Oui, oui. C'est en ce sens que je trouve que l'environnement est important. Familial? Voilà, au niveau de l'environnement familial, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'ont pas d'a priori en ce qui concerne les filles ou les garçons, ou encore en ce qui concerne les capacités intellectuelles des uns et des autres. Donc ça, je peux dire que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement où la question ne se posait pas de se dire est-ce qu'une fille est plus intelligente qu'un garçon ou le contraire, non. Vraiment, j'ai eu l'opportunité avec mes parents de pouvoir apprendre de façon vraiment ouverte. Aussi bien, je n'ai pas senti de différence en ce qui concerne l'approche pédagogique me concernant et puis concernant mon frère. Parce que j'ai la chance d'être dans une famille où il y a à la fois filles et garçons. Donc, je peux dire que ça a vraiment été un atout pour moi. Et si vous permettez, hein, au-delà de cela, il y a eu aussi dans mon environnement même d'apprentissage parce qu'il y a une enseignante qui m'a particulièrement marquée dans mon parcours, paix à son âme, elle se nomme Madame Bailly. Elle a été ma professeure de maths de la 6e à la 3e. Donc le fait d'avoir une dame voilà, qui a été professeure de maths, une matière parfois pour laquelle on peut avoir des a priori. Et puis aussi, au-delà du fait qu'elle est professeure de maths, c'est surtout le lien qu'elle a su créer avec nous les élèves. Moi, elle m'a fait aimer la matière. Voilà, donc je peux dire qu'elle a eu un profond impact aussi sur moi. Alors, fidèles téléspectateurs, en suivant mon invité, chers parents, eh bien, vous comprenez que vous avez tout intérêt à donner les mêmes chances de départ, que ce soit aux filles ou aux garçons, en famille, pour que tous puissent évoluer dans les mêmes conditions, avec le même encadrement. Pour faire un tel parcours, quelquefois, ce n'est pas aisé. Est-ce que vous pouvez nous relever ici quelques-unes des difficultés ou quelques contraintes que vous avez réussi de toute façon à contourner, à gérer
pour être aujourd'hui ce que vous êtes aujourd'hui? Effectivement, il n'y a pas un parcours sans difficulté, hein. Moi, je peux dire que la première difficulté, c'était ma timidité naturelle. Voilà. Donc, quand on m'entend parler, on ne le croirait pas. Mais il faut dire que j'étais plutôt d'un naturel introverti. Je ne parle pas beaucoup. Je ne m'intégrais pas forcément très rapidement. Et donc, il m'a fallu dépasser en fait cette tendance naturelle-là. Comment? Déjà, je peux dire que quelque part, mes parents m'ont encouragée à être dans des mouvements de jeunes. Voilà. Donc, et puis au collège, on avait certaines activités de club. Donc, ça m'a amené à sortir un peu de ma coquille. Au-delà de ça, il y a certains atouts qui m'ont aidé à dépasser mes difficultés. C'est que j'avais une tendance naturelle à comprendre quand même assez rapidement ce qui m'était expliqué. Donc, ce qui faisait que naturellement, j'avais des camarades de classe qui avaient tendance à venir me voir pour que je puisse aussi leur expliquer ce que je comprenais. Voilà, donc ce sont là quelques éléments qui m'ont accompagné sur le chemin. Chers chefs d'établissement, que ce soit au primaire, au secondaire, dans l'enseignement technique ou bien dans les centres d'apprentissage, l'expérience partagée ici par notre invité vous interpelle. Ça vous interpelle en ce sens que dans les mécanismes de gouvernance d'une école, il est prévu que soient créés des clubs de jeunes. Voilà, il y a des clubs environnement, des clubs de lutte contre ceci ou cela dans tel ou tel établissement. Là où il n'en existe pas, eh bien, à la rentrée prochaine du 16 septembre, eh bien, c'est véritablement souhaité que pour donner les compétences de vie courante aux apprenants et aux apprenantes, eh bien, c'est important de permettre aux enfants d'appartenir au club et ça leur permettra de s'ouvrir parce que ce n'est pas avec les mathématiques, les calculs et le français que les enfants vont s'ouvrir, mais c'est en militant dans ces activités, en assumant des responsabilités aussi au cours de ces clubs, à partir des activités des clubs que les élèves vont acquérir les compétences de vie courante dont ils ont besoin pour que leur formation soit beaucoup plus complète. Alors, dans vos explications tout à l'heure, vous avez cité une dame, une référence personnelle, Madame Bailly, vous l'avez dit. Une femme s'intéressait aux matières scientifiques. Hier, on les comptait au bout des doigts, les élèves filles qui s'intéressent aux matières scientifiques. Aujourd'hui, leur nombre va en s'accroissant. Est-ce que c'était le cas en votre temps? Ah, la question, elle est pertinente. Déjà, il faut dire que j'ai eu la chance de faire mes études de collège dans un collège de filles. Voilà, donc quelque part, je pense que ça a impacté très positivement mon parcours pour la suite. Pourquoi? Parce que dans ce collège-là, on avait des enseignants hommes, on avait des enseignants femmes aussi, mais j'ai aussi vu des femmes qui dirigeaient. Par exemple, la directrice du collège, c'était une femme. Donc, ça nous donnait des modèles déjà en étant jeunes. L'occasion de voir d'autres femmes à certains postes qui prennent certaines responsabilités. Ça a été important et ça a joué. Par la suite, au lycée, j'étais plutôt dans un lycée mixte. Mais disons que mon parcours déjà dans un collège de filles m'avait équipée quant aux possibilités, aux capacités des filles, d'autant plus que lorsque les résultats sortaient aux examens, ben, le collège où j'étais avait de très bons résultats au niveau national aussi. Donc, quelque part, le corps enseignant nous a appris aussi à nous faire confiance nous-mêmes par rapport à nos capacités intellectuelles. Donc, par la suite, quand je suis partie en lycée mixte, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que j'ai eu à faire un parcours scientifique au départ. Et je pense que l'une des choses vraiment importantes au départ, avant même qu'on rentre sur le fait d'étudier, c'est déjà de décomplexer d'un point de vue psychologique les élèves. Voilà, dès lors qu'ils se disent c'est possible, ça ouvre en fait beaucoup de possibilités pour pouvoir explorer, que ce soit des voies littéraires, scientifiques, techniques, professionnelles, etc. Mais tout part déjà de cette possibilité-là de voir que oui, je peux tout faire. Parce que souvent, les blocages commencent déjà au niveau mental. Et moi, j'ai vraiment eu la chance d'être dans un environnement
plutôt qui a été un terreau fertile pour se faire confiance à ce niveau. Et ça a été un bon départ pour la suite. Fidèles téléspectateurs, en écoutant Madame Victoire, chère professeure des matières dites matières redoutées, les matières scientifiques, mathématiques, sciences physiques, calcul, si on est au primaire, eh bien, vous avez une part de responsabilité si vous voulez que les élèves à la rentrée prochaine de septembre 2024 eh bien, puissent exceller dans vos matières dites matières difficiles. Et pourtant, il n'y a pas de matière difficile, c'est de la manière dont vous abordez, comme elle vient de le dire si bien, de la manière dont vous abordez la matière, la manière dont vous vous rendez intéressant, la manière dont vous intéressez aussi l'apprenant, c'est ça qui va faire que, eh bien, l'enfant trouvera qu'il n'y a pas de matière bête noire. Et donc, le défi est à relever à la rentrée prochaine pour qu'on puisse voir autant de filles exceller dans les matières scientifiques. Vous avez fait les sciences, vous avez fait la technologie. Est-ce que vous comprenez la difficulté pour certaines filles de s'intéresser véritablement aux matières scientifiques? Vous me posez une question qui est délicate et donc la réponse elle va être subjective, c'est vrai. De mon parcours personnel, je vais dire intuitivement, je ne vois pas la difficulté parce que ça n'a pas été fondamentalement difficile pour moi. Mais en observant autour de moi, j'ai noté qu'effectivement pour pas mal de personnes, ça peut être un parcours un peu plus difficile, plus ardu. Voilà. Après, je me dis, nous avons parfois des capacités naturelles et au-delà de ça, l'environnement qui joue. Mais je pense qu'avec le travail aussi, couplé à ces différents facteurs-là, il est toujours possible de réussir. Ce que j'ai eu à observer dans mon parcours, même avec d'autres camarades, c'était le fait que certains déjà, premièrement, se disaient c'est difficile. Comme vous dites, c'est une matière bête noire. Et en général, quand c'est comme ça crée déjà des blocages pour l'apprentissage. Yes, voilà. Maintenant, au-delà de cela, il y a certains qui ont bien commencé, mais parce que les premières notes n'ont pas été à la hauteur des attentes ou de l'effort qu'ils estimaient avoir fourni, certains ont arrêté en cours de chemin. C'est en ce sens que là aussi, les encouragements du corps enseignant, l'atmosphère qu'on met en place au sein de l'école, dans les classes, est important pour amener l'apprenant à s'ouvrir et à apprendre de ses erreurs, non pas à rester bloqué par ces erreurs-là, mais à les dépasser pour pouvoir justement s'améliorer et puis parfois même s'étonner. Parce que moi, j'ai vu aussi des exemples de personnes qui n'ont pas forcément bien commencé, mais après, qui ont su vraiment éclore. Donc, en ce sens-là, je pense que tout ne se résume pas juste au contenu de la matière, mais il y a plusieurs facteurs autour. Quelquefois, on a tendance à être uniquement focalisé sur prends ton cahier, étudie. Mais je dis, il y a d'autres facteurs qui peuvent vraiment favoriser l'éclosion, en fait, des étudiants en ce qui concerne les matières scientifiques. Et le premier facteur, c'est justement de ne pas avoir d'a priori négatif par rapport à ça. Et puis, autre chose que je peux dire, comme pour moi, je pense qu'on apprend aussi de ce qu'on voit. Donc, se concentrer sur des modèles positifs. Par exemple, moi, ma prof de maths, rien qu'en venant enseigner, moi, elle m'a montré que les maths, c'est possible. Et au-delà de ça, elle avait une manière de transmettre qui était vraiment intéressante. À son cours, on ne s'ennuyait pas. Voilà, donc je veux dire que ce sont autant d'éléments qui comptent vraiment par rapport à ces différentes matières que parfois on appelle à tort matière bête noire. Cher chef d'établissement, au niveau confondu, hein, au primaire, secondaire, enseignement technique, secondaire 1 ou 2, eh bien, comme je l'ai dit, en écoutant notre invité qui est aujourd'hui un modèle inspirant, eh bien, vous avez une responsabilité véritablement à assumer à la rentrée prochaine. Parce que le ministre de l'enseignement primaire secondaire nous a envoyé sur ce plateau le doyen de l'inspection générale qui est venu décliner les résultats en fin d'année qui montraient que ces résultats ne sont pas bons. C'est ce qu'il a dit. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Et si les résultats ne sont pas bons, eh bien, on ne peut pas investir des ressources, qu'elles soient humaines, financières, techniques, et on va avoir de piètres résultats. Eh bien,
la rentrée prochaine, l'année prochaine, 2024-2025, la tendance doit être renversée. Et si la tendance doit être renversée, eh bien, je vous suggère de tenir compte des pistes de propositions, de motivation suggérées par notre invité. Comment elle a fait pour, dans quelles conditions un élève, qu'il soit fille ou garçon, eh bien, puisse réussir telle matière ou telle autre, eh bien, elle vient de partager son expérience. Et je crois que ce soit enseignant ou parent, eh bien, nous avons tout intérêt à prendre en compte tous ces conseils pour pouvoir renverser la tendance dans l'intérêt supérieur de nos enfants. L'invité que j'ai sur le plateau, elle est expert comptable diplômé, responsable de la filière expertise comptable et sciences de gestion à l'ESAM. C'est du supérieur. Vous comprenez que c'est du supérieur. Alors, ma question à elle, comment elle est devenue expert comptable? Madame. Comment je suis devenue expert comptable? Après mon bac, je me renseignais au niveau des différentes écoles et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer une aînée qui était déjà dans la filière expertise comptable. Voilà. Et en échangeant avec elle, en fait, elle m'avait parlé des différentes matières qu'on avait à faire dans ce parcours. Une des choses que j'apprécie, c'est la diversité dans l'apprentissage. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'elle me disait, dans ce parcours-là, tu vas faire du droit. Donc, on fait du droit des sociétés, du droit social. Tu vas faire aussi du management. Tu vas avoir des chiffres aussi avec la comptabilité, le contrôle de gestion. Et puis, elle m'a parlé des différents débouchés. Donc, par rapport à ça, et puis, étant donné que j'avais quand même une certaine confiance en moi quant à mes capacités à pouvoir relever le défi, j'ai décidé de m'engager dans cette formation-là. Voilà, donc j'ai suivi le cursus classique, j'ai eu le bac plus 3 en parcours expertise comptable, après le bac plus 5. Donc, au niveau du diplôme, j'avais suivi un parcours programme français. Et puis, à l'issue du niveau master, en fait, vous devez faire 3 ans de stage d'expertise comptable auprès d'un expert comptable diplômé. Donc, j'ai eu à suivre ce parcours-là aussi. C'était un autre challenge, parce que la vie professionnelle est présente des défis qui sont différents de ceux de la vie estudiantine. Donc, j'ai eu à faire mon stage d'expertise comptable avec des formations continues aussi à la clé. Et puis, un examen après. Donc, c'est à l'issue de ce parcours-là que j'ai passé mes examens finaux et puis j'ai obtenu mon diplôme d'expertise comptable. Aujourd'hui, vous êtes responsable de la filière expertise comptable et sciences de gestion à l'ESAM. L'ESAM, c'est l'École supérieure d'audit et de management, où nous avons eu l'occasion de filmer certains de vos étudiantes et de vos étudiants dans un exercice que moi j'ai en tout cas beaucoup apprécié, l'art oratoire. On va en parler maintenant tout à l'heure. Mais avant d'aborder cet aspect, nous allons écouter une de vos interviews que nous avons enregistrées avant la diffusion d'un des exercices qui a porté sur les thématiques des valeurs. Voilà, il y a eu la transparence, il y a la gouvernance, il y a l'empathie et autres. Suivons Madame Victoire dans cette interview. Nous avons eu à instituer le concours d'éloquence qui a lieu chaque année au sein de l'école. Ce concours-là a pour objectif d'offrir à nos élèves un cadre pour s'exprimer. Pourquoi? Parce que, comme nous avons l'habitude de le dire, au sein de l'ESAM, nous faisons non seulement de la formation, mais aussi de l'éducation. Et l'éducation prend en compte les différentes dimensions de la personne humaine. Et en ce sens-là, nous avons estimé important pour nos élèves, au-delà des connaissances qu'ils acquièrent dans le cadre de leur formation, de développer des compétences en communication, communication orale et communication devant un public. Il est important de communiquer, de savoir communiquer et de bien communiquer. Parce que la communication, en fait, c'est l'outil qui est à notre disposition pour partager nos idées, mais aussi pour argumenter, convaincre et susciter l'adhésion des autres aux idées que nous défendons. Voilà un des extraits, les téléspectateurs avaient déjà suivi. Cet exercice, moi, je l'ai trouvé véritablement enrichissant et formateur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques arguments complémentaires à ce que vous avez dit qui justifient
que l'école Les Âmes ait décidé véritablement d'instituer cet exercice d'art oratoire au profit de vos apprenantes et de vos apprenants que nous allons recevoir sur ce plateau dans un instant. Voilà, il y a 2 mois qu'on va recevoir pour essayer d'explorer le contenu des thématiques qu'elles ont développées. Il y a la transparence et l'empathie dont nous allons parler. Maintenant, vous me répondez à ma question. Il faut savoir que, comme je disais, on fait l'éducation au niveau de l'ESAM, l'École supérieure d'audit et de management. L'éducation va au-delà de la formation, en ce sens où l'éducation vise aussi à former tout l'être, pas juste la partie technique et connaissances qu'on trouve dans les livres. Donc, cela passe par quoi? Cela passe par le caractère, parce que on peut être bien techniquement, mais si par exemple on n'est pas poli, si on ne sait pas communiquer avec les autres, si on ne sait pas prendre en compte les autres, ça pose problème dans nos relations et ça ne nous donne pas l'opportunité de vraiment montrer l'éclat de ce qu'on a appris et de la consistance qu'on a. Donc, c'est en ce sens qu'au niveau de l'école, le directeur général, M. Roger Mifetou, a estimé important de pouvoir travailler sur des valeurs avec les élèves pour bâtir le caractère. Maintenant, travailler sur les valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on va mettre en place, on va identifier des valeurs qui sont importantes dans la vie, comme par exemple, vous l'avez cité, la transparence, l'empathie, mais on a aussi par exemple le savoir-faire, le savoir-être. La connaissance de soi. Voilà, l'excellence, la réussite. Donc, ce sont des éléments qui sont importants dans nos relations de tous les jours, au-delà de notre compétence technique ou professionnelle. Et donc, comment travailler sur ces valeurs-là? Au-delà du fait qu'on peut le transmettre, il va s'agir par exemple d'amener les élèves eux-mêmes à faire un travail de recherche sur ces valeurs, d'analyse critique, de réflexion et de partage avec leurs camarades. Et donc, c'est en ce sens-là que le concours d'éloquence a été mis en place. Parce que non seulement cela permet de travailler sur les valeurs, mais cela permet aussi aux élèves de pouvoir développer des compétences qui sont appréciées dans la vie en général et dans le monde du travail, à savoir la capacité de communiquer, de transmettre des idées, de convaincre, de négocier, de discuter. Voilà, et de savoir bien s'exprimer. Donc, c'est par rapport à tous ces aspects-là qu'on a mis en place ce concours. Et c'est l'occasion aussi pour les élèves d'apprendre en observant ce que leurs autres camarades font dans le cadre de ce concours, mais aussi disent et partagent ce qui est le fruit de leur réflexion. J'avais rencontré le directeur de la télévision togolaise à l'édition de 2024 et j'ai constaté qu'il y a beaucoup plus de filles qui excellent là-dedans que de garçons. C'est parce que vous êtes dans le corps enseignant, vous les avez motivés, vous les avez boostés, elles ont pu émerger pour prendre. Même le trophée a été remporté par une fille. Oui. Alors, je me comprends. On ne fait pas de discrimination okay. du tout. D'ailleurs, même quand on lance le concours, le directeur a tendance à pousser pratiquement tous les élèves à participer. Mais il est vrai que des observations qui ont été faites, nous avons remarqué un engagement beaucoup plus fort de la part des filles. Voilà. Et je pense qu'il y a certaines tendances naturelles que les filles ont et qui transparaissent aussi lors de ce concours. C'est par exemple parfois une attention aux détails. Voilà. La recherche d'un travail particulièrement soigné. Et je pense que c'est ce qui, quelque part, déteint et se traduit au niveau non seulement de la finale, même si au départ, tout le monde est encouragé à le faire, mais même au niveau du trio gagnant. Voilà. Mais je pense que quelque part, c'est un signal positif pour les filles parce que ça leur permet de voir qu'elles ont des aînés qui le font bien. Mais en même temps, que les garçons ne se sentent vraiment pas complexés par rapport à ça parce qu'on a quand même des garçons qui font de belles prestations aussi, mais le défi, le jury a décidé autrement. Voilà, c'est ça. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien avec vous, puisque je l'ai dit, on va recevoir tout à l'heure deux de vos étudiantes pour nous expliquer un peu comment elles se sont battues pour être dans le carré d'as. Voilà, parce que ceux qui ont pu arriver à la finale
eh bien, c'est ceux qui ont franchi les étapes qu'il fallait avant d'arriver à ce niveau. Votre mot à l'endroit des filles et des étudiants et étudiantes de l'ESAM, parce que bientôt ce serait la rentrée, et en tant que formatrice et autres, vous avez probablement un message à leur endroit. Oui, merci Monsieur Toyi pour cette occasion. Ce que j'ai envie de dire, c'est déjà un mot d'encouragement. Voilà, un mot d'encouragement parce que je m'adresse aux élèves de l'ESAM, mais je m'adresse aussi à tous les élèves qui peuvent être touchés par cette émission. Et donc, déjà, la première chose, c'est de vous dire tout est possible. Voilà, il est possible de réussir et il est possible de réussir brillamment. Voilà, quel que soit le choix que vous faites. Simplement, toute réussite passe par un travail, par un engagement, par de la persévérance. Et donc, je ne peux que vous encourager par rapport à ces différentes valeurs-là aussi, pour que vous puissiez les mettre en œuvre. Un autre élément, c'est un conseil d'aînés. Entourez-vous des personnes qui sont positives. Tout à l'heure, on a parlé de l'importance de l'environnement. Entourez-vous des personnes qui sont positives. Ayez des camarades aussi qui vous tirent vers le haut et soyez vous-même aussi des personnes qui inspirent et qui tirent vos camarades vers le haut. Parce que lorsque vous vous engagez dans cette dynamique-là, ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tendance à vous améliorer chaque jour de plus en plus. Et cela va vous permettre de tendre vers l'excellence. Et puis, bien sûr, au-delà de ça, je veux aussi féliciter ceux pour qui l'année s'est très bien passée. Donc, continuez d'être des modèles inspirants pour vos camarades. Et puis, au-delà de ça, ben, poursuivez sur cette lignée. Et puis, surtout, n'hésitez pas à partager. Voilà, partager, parce que la connaissance, c'est une chose qui, lorsqu'on la partage, en fait, ne nous appauvrit pas, mais au contraire, nous enrichit parce que nous-mêmes, on apprend de notre partage. Donc, soyez des personnes ouvertes, des facteurs de développement aussi pour vos camarades autour de vous. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Et puis, oui, c'est bientôt la rentrée. Préparez la rentrée avec soin, parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, il faut se préparer pour la rentrée. Profitez des quelques dernières semaines pour vous reposer, pour faire des activités utiles qui sortent du cadre de l'école, mais préparez aussi votre rentrée pour pouvoir l'aborder sereinement et pour pouvoir réussir brillamment. Merci madame. Fidèle téléspectateur, je rappelle, j'étais avec madame Victoire, elle est expert comptable diplômée, responsable de la filière expertise comptable et sciences de gestion à l'ESAM. L'ESAM, c'est l'École supérieure d'audit et de management. Elle a partagé son parcours avec nous, avec vous, élèves, enseignants, chefs d'établissement. Voilà, pour que véritablement à la rentrée prochaine 2024-2025 soit une année de réussite excellente pour tous les élèves. Voilà, les taux de réussite qu'on a vus là, eh bien, il faut que la tendance véritablement soit renversée pour qu'on aille vers les 100% à tous les niveaux. Voilà. Et donc, je tiens à dire merci à madame. Mais ne quittez pas parce que, je l'ai dit, je vais recevoir deux autres invités. Cette fois-ci, c'est les étudiantes. Je suis sur ce plateau avec deux invités. Elles sont étudiantes à l'ESAM. À ma gauche, c'est Mamadel Jokebed. C'est elle qui a développé le thème sur l'empathie. Et à ma droite, Marie-Thérèse. Elle a développé le thème sur la transparence. Avant de leur poser la toute première question, on va suivre une séquence de leurs prestations lors des émissions de vacances sur les thèmes qu'elles ont développés. Ce soir, je vous parle de transparence, une valeur des plus importantes dans notre société. Et pour parler de transparence, j'ai choisi de vous en parler au travers d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, la transparence envers nos actions, envers nous-mêmes et envers les autres. Pour vous parler de transparence, deux étapes importantes, les raisons du manque de transparence et les moyens d'y remédier. Daniel Goleman a dit un jour que la transparence,
n'est pas seulement une question de visibilité, mais aussi une question de responsabilité. Malheureusement, et à notre grande dame, nous vivons dans une société où la transparence est théorique, invisible, rhétorique. Mademoiselle Marie-Thérèse, vous êtes dans quelle spécialité à ESAM et dans quelle année? Je suis en 3e année de parcours comptabilité contrôle audit. On vient de suivre tout à l'heure une de vos séquences. Elle était déjà passée en intégralité dans l'émission de vacances. Je voulais savoir si c'est vous-même qui avez choisi le thème ou bien ce thème vous a été proposé plutôt par l'établissement. Ce n'était ni un choix ni une proposition, c'était un tirage au sort. Les thèmes avaient été mis sur plusieurs papiers et un élève choisi au hasard avait tiré un thème attribué à un numéro. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec le thème de la transparence. Alors, le thème de la transparence, on a suivi tout à l'heure la séquence. Vous êtes parmi les lauréats du concours d'art oratoire dans votre établissement. Est-ce que se retrouver à ce niveau du parcours, est-ce que ça a été une surprise pour vous? Une très grande surprise même. Pourquoi? Très honnêtement, déjà, je ne pensais pas arriver en finale de ce concours quand je me suis inscrite. Déjà, la qualification finale était un choc. Alors, quand on a annoncé mon nom parmi les lauréats, il a fallu même qu'une candidate derrière me pousse le dos pour que j'avance parce que j'étais surprise. Je ne pensais pas arriver à ce stade-là. Ok, on va arriver au contenu donc, de la thématique que vous avez abordée. Suivant la séquence de Jocobette avant la question. Et que l'empathie est une valeur noble. Il est dit que l'empathie est une des valeurs aussi importantes dans la société que l'oxygène l'est dans notre monde. Mais vivons-nous vraiment dans un monde empathique? À travers cette lecture, mesdames et messieurs, je désire vous amener dans un monde où l'empathie semble être inexistant. Le monde de l'industrie de la consommation. Nous vivons dans un monde où les entreprises rivalisent pour attirer notre attention, où derrière chaque produit, derrière chaque marque, se cachent des décisions stratégiques souvent dénuées de toute empathie. Regardez autour de vous, dans les publicités qui gangrènent nos écrans, dans tous ces supermarchés où les produits sont agencés pour nous inciter à acheter toujours plus. Où est l'empathie dans tout cela? Obésité, risque élevé du cancer, augmentation des douleurs menstruelles. C'est une panoplie de maladies auxquelles vous êtes exposés si vous laissez vos yeux se bercer par la convoitise qu'incitent ces organismes. Ce soir, mesdames et messieurs, je n'aimerais pas aborder l'empathie sous la forme d'une valeur noble. J'aimerais aborder l'empathie sur la base d'une valeur inexistante dans ce monde. L'empathie, valeur inexistante dans ce monde. Dites-nous, vous faites quelle spécialité et vous êtes dans quelle année à ESAM? Merci, monsieur. Alors, je suis Jocobette Kodji, étudiante en première année de master sur le parcours expertise comptable à ESAM. Okay. La même question que j'ai posée à Marie-Thérèse. Vous faites partie de ceux qui ont été primés lors de l'édition 2024. Est-ce que ça a été une surprise pour vous ou bien vous vous attendiez à vous retrouver à ce niveau? Honnêtement, comme Marie-Thérèse l'a évoqué, c'était une surprise parce que c'était une aventure vraiment surprenante, minée de beaucoup de stress. Et à la fin, malgré le travail, tu t'attends à être parmi les lauréats, mais lorsqu'on te l'annonce, c'est quand même un choc. Dis-nous comment tu t'es préparé pour te retrouver à ce niveau-là, pour être parmi les lauréats. Pour commencer, c'était compliqué. Parce que là, oratoire, certes, on sait s'exprimer devant un public, on sait parler, mais prendre un thème et l'aborder d'une certaine manière, de vouloir convaincre les gens, ce n'est pas toujours évident. Du coup, il fallait chercher de nouvelles idées, des idées qui sortent de l'ordinaire pour pouvoir amener les gens à pouvoir suivre ce que tu veux dire. Ce n'était pas forcément facile. Et j'aimerais dire que la lecture m'a beaucoup aidée.
parce qu'il fallait lire, se documenter sur ces sujets et voir quelle valeur ajoutée apporter à ce thème. Que dire aux gens qu'ils ne savent pas encore ou qu'ils savent et ne veulent pas forcément prendre en compte. Donc je dirais la lecture m'a beaucoup aidée dans ce parcours. Et surtout, j'ai appris aussi à gérer mon stress. Et un stress positif d'ailleurs, parce que c'est grâce à ça que j'ai été innovante. Et comme vous avez justement suivi un extrait, j'ai abordé l'empathie dans le monde de la consommation. Personne ne s'attendait à ce que je puisse l'aborder de cette manière. Et je vais dire que le stress positif m'a aidé à pouvoir arriver à ce niveau. Le thème que vous avez abordé, l'empathie, est-ce que c'est un thème que vous avez choisi ou bien c'est une proposition de l'établissement? C'est un tirage au sort. Et ce jour-là, je n'étais même pas là d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a tiré à ma place et on m'a contacté pour me dire que tu as eu le sujet de l'empathie. Du coup, grande surprise, c'est pas le thème que je voulais, je vous l'avoue. Mais quand même, c'était très intéressant et j'ai beaucoup appris de ce thème, personnellement. Merci. Alors, Marie-Thérèse, est-ce que c'était le cas pour vous aussi? Je ne voulais pas de ce thème. Lequel tu voulais? J'aurais pu avoir n'importe lequel. Gouvernance, empathie, spiritualité. J'aurais pu travailler sur n'importe lequel. Mais pas la transparence. Mais pas la transparence. Pourquoi? Je trouvais que c'était un thème beaucoup trop délicat. Transparence, qu'est-ce que j'aurais pu dire sur transparence pour que ça plaise au jury et pour que ça plaise au public? En sachant que dans le public, il y aurait de hautes personnalités, il y avait des choses que je ne pouvais décemment pas dire en public. Donc, quand on a annoncé les thèmes, je priais de ne pas avoir transparence ou gouvernance. Je voulais n'importe quel thème, mais pas celui-là. Et voilà que c'est celui qu'on m'a tiré au sort. Mais tu t'en es bien sorti finalement? Oui. Parce que les gens ont beaucoup aimé. Après avoir écrit mon texte la veille de la finale. Alors, si vous arrivez de refaire cet exercice-là, est-ce que vous serez tenté? Je dirais oui. Parce que ça a été une expérience enrichissante. Je veux dire, comme je l'ai dit tantôt, prendre la parole en public pour répondre à une question ou bien pour faire une intervention, ce n'est pas forcément la même chose que de vouloir convaincre des personnes qui s'y connaissent. Parce que notre jury était hautement qualifié. Et tu dois leur montrer, toi, en tant qu'étudiant qui n'a que le quart de leurs connaissances et peut-être même pas le quart, tu dois arriver à prouver que tu maîtrises, que tu connais, que tu veux leur faire adhérer à ton idée. Ce n'était pas forcément évident et c'était très enrichissant parce qu'on a beaucoup appris et surtout, on n'a pas appris que techniquement, on a appris à être soudés parce que les candidats entre nous, ce n'était pas de la rivalité, mais plutôt de la fraternité. Et on était ensemble, on était soudés, on s'est aidés et on a développé cette solidarité-là entre nous qui nous a permis de tous avancer. Thérèse, la même question à vous. Franchement, c'était pas facile. Pas du tout. Si tu arrivais de reprendre cet exercice, tu vas te jeter encore à l'eau comme tu l'as fait. Question délicate parce que ça dépend des circonstances. Là, actuellement, on m'a proposé de participer à un autre concours d'art oratoire, mais j'ai beaucoup d'hésitation parce que déjà, ça, c'était un concours dans le cadre de l'école. Donc, certes, il y avait du stress, mais pas trop. Le concours auquel je veux participer là, c'est un concours à l'international. Donc, je ne me sens pas encore prête à faire ça. Mais pour d'autres concours, dans des cadres aussi, comment dire, aussi légers que celui de l'école, je veux bien en participer. Mais un concours à l'international, non. Alors, le temps parti à notre émission tend pratiquement à sa fin. Eh bien, on espère vous retrouver quand même sur le plateau de l'émission Débat Éducation une prochaine fois, mais vous avez l'opportunité de dire un mot à l'endroit de vos frères et sœurs, les petits frères et petites sœurs qui vont reprendre l'année scolaire à la rentrée prochaine 2024-2025. Quel message d'exhortation vous avez à l'endroit de tous les élèves, mais particulièrement les filles qui sont que ce soit au primaire, au secondaire 1 ou au secondaire 2? Personnellement, j'aimerais dire à l'endroit de toutes les personnes qui nous regardent, n'ayez pas peur de prendre la parole à chaque fois que l'occasion se présente. Que ce soit pour répondre à une question en classe, que ce soit peut-être pour évoquer une idée lorsque vous êtes entre amis, etc. Ce sont ces petites choses qui vont en fait vous aider à pouvoir prendre la parole en public. Si vous ne faites pas cet exercice, dans les cas les plus légers qu'ils soient, vous ne pourrez pas le faire devant un public au point de vouloir convaincre les personnes. Et n'ayez pas peur de votre âge.
Ne voyez pas que vous êtes trop petit ou trop grand. Ou que vous êtes une fille. Ou un garçon. Justement, les femmes, on dit girl power. Donc, n'ayez pas peur de prendre la parole en public. Surtout, ce message va à l'endroit des parents. Laissez les enfants s'exprimer. Parce que personnellement, c'est ce que moi je vis chez moi qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Parce qu'on me laisse l'occasion de m'exprimer, d'évoquer des idées, de me reprendre sur certaines choses. Et c'est pour ça que j'arrive à m'exprimer en public. On a toujours l'occasion de démontrer notre valeur en toutes circonstances. Alors, saisissez ces opportunités-là. Merci. Marie-Thérèse. C'est vrai, déjà, il faut commencer par ne pas avoir peur du tout. Souvent, ça commence quand on est en classe. Quand on est en classe, on pose une question. Généralement, et il faut le dire, les filles répondent peu. C'est toujours les garçons qui lèvent la main. Alors oui, il faut lever la main. Même si vous n'êtes absolument pas sûr de votre réponse, vous êtes sûr que c'est faux, mais levez la main et répondez quand même à la question. Parce que ça va vous aider à développer votre confiance en vous. Ça va vous aider à comprendre que oui, vous pouvez le faire dans un cadre plus important. Et aux parents, certes, laissez vos enfants s'exprimer, mais écoutez-les aussi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'exprimer. Laissez vos enfants essayer de vous convaincre sur leurs idées. Vous laissez les enfants parler, mais vous n'essayez pas vraiment de vous laisser convaincre. La première chose que vous devez faire, non seulement laissez-les parler, mais laissez-les vous convaincre qu'ils ont raison, que leur idée tient la route et qu'elle peut marcher. Ensuite, les filles. Vous êtes des filles, c'est des garçons, vous n'avez pas les mêmes capacités, mais vous avez des capacités qu'ils n'ont pas. Moi, ce qui m'a permis de réussir dans ce concours, c'est ma mémoire. Je peux bûcher un texte avec une facilité déconcertante. Donc, mettez toutes vos capacités, tout ce que vous avez pour pouvoir vous défendre. Mettez tous vos talents à l'œuvre pour réussir à faire comme nous, à parler en public, à vous défendre et à soutenir vos idées face aux autres. Merci à mes deux invités, fidèles téléspectateurs. Nous tenons véritablement à vous remercier pour nous avoir suivis dans cette émission qui était consacrée à la femme dans le corps enseignant. Mais quand nous disons femme, c'est aussi celles qui sont en train de faire le parcours pour être à ce niveau-là un jour. Et c'est en cela que nous avons reçu les deux étudiantes. Voilà, elles se sont adressées à vous qui êtes parents, vous qui êtes élèves, filles comme garçons. Eh bien, tenez compte de tous les conseils que aussi bien ma première invitée comme les deux autres invités qui sont sur le plateau ici vous ont transmis. Et si vous mettez en application tout cela, eh bien, votre réussite sera garantie. Donc, c'est sur ce mot que je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.